Au Mali, le mandat de la MINUSMA a été prorogé d'1 an à l'ONU. Nous parlerons aussi du Burundi. Le nouveau gouvernement est sorti. Bien, c'est un gouvernement au visage des caciques du régime. On ira au Sénégal évoquer la levée du couvre-feu et la reprise prochaine des vols internationaux. Et puis le Togo, cette affaire des 500 milliards dans le pétrole gate, eh bien, rien de tangible et de documenté selon le député Sénat Alipi. Nous en parlons tout à l'heure avec le pasteur Edo Komi. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes et bonsoir à Credo. Vous êtes le président. Un plateau garni. Oui, du mouvement Martin Luther King. Credo Tété, bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir le pasteur Edo Komi. Vous êtes directeur de publication de Le Médium. Et si tout va bien, nous aurons le député Sénat Alipi qui va nous rejoindre après sur le plateau pour parler justement de ce sujet qui fait beaucoup polémique. Et on va consacrer donc plus de temps au sujet Togo que d'ordinaire. Mais tout de suite, on commence avec le Mali. Je le disais, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé à l'unanimité de proroger pour 1 an le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, soit jusqu'au 30 juin 2021. Ce vote qui se réalise dans un contexte où les diplomates sont plus cléments avec l'épidémie de coronavirus est aussi un certificat de confiance. Si à Bamako, des manifestations ont éclaté ce mois-ci, la destitution du IBK était donc au menu des demandes des manifestants. Le Conseil de sécurité tient, lui, à souligner les progrès du rétablissement de la souveraineté de l'État. Donc, crédit de prorogation d'1 an. On va dresser le bilan de la MINUSMA. Est-ce que vous pensez que la MINUSMA a un bon bilan dans la lutte contre le terrorisme? Non, mais je dirais que la MINUSMA a un bilan à défendre. Bon, je ne saurais l'apprécier parce que n'étant pas sur le terrain, mais il faut dire que même si on doit reprocher un certain nombre de choses à la mission des Nations Unies au Mali, il faut dire que cette mission a eu à jouer également sa partition. Mais il manquait à un certain moment assez de poigne pour s'affirmer, dire aux partis qui ne veulent pas s'entendre qu'il faudrait aller dans la matérialisation de l'accord de paix, aller vers la pacification du pays. Donc, la MINUSMA a péché parce que elle a beaucoup plus privilégié la diplomatie, mais nous savons que la diplomatie, donc il y a les jeux de couloir, donc on devrait également impliquer ou bien insister pour que les acteurs, les parties maliennes puissent matérialiser, disons, ce processus d'accord de paix. Donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est hier que la décision de prorogation a été prise pour 1 an jusqu'au 30 juin 2021. Mais ce qui me conforte aussi, c'est que au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont dégagé 2 priorités. Et les priorités sont dans une stratégie, s'inscrivent dans une stratégie. Tout d'abord, il faudrait, selon le Conseil de sécurité, pour cette MINUSMA 12 mois, c'est qu'il faut appuyer. Il faut apporter un appui à la mise en place de l'accord de paix tout en considérant toutes les parties. Et la seconde priorité, c'est de faciliter la mise en œuvre par les acteurs maliens de la stratégie de stabilisation du centre du Mali. Donc ce sont 2 points assez importants. Si la MINUSMA arrivait à jouer convenablement son rôle, je crois que le Mali pourra être pacifié. Vous avez senti quand même pendant cette première année de MINUSMA au Mali que son rôle a été déterminant? Non, son rôle n'a pas été déterminant. Vous savez, les missions des Nations Unies, je m'interroge en tant qu'un habitant de la Terre, qui puisse jouer aussi des bienfaits des Nations Unies. Je m'interroge beaucoup sur les nations, sur les missions des Nations Unies, un peu partout. Regardez ce qui se passe au Congo démocratique, où il fut un moment où vous savez que c'est la mission la plus budgétivore. Et la plus longue. La plus longue dans l'histoire des Nations Unies. Et celle-ci aussi commence par être la seconde, être la seconde la plus Pour le moment, c'est la 3e la plus budgétivore. C'est la 3e la plus budgétivore. Et quelle est leur mission réellement, si ce n'est de ne pas réagir face aux attaques des terroristes. Donc on la voit jouer cette mission-là, on la voit vouloir jouer, prétendre jouer un rôle de paix, de maintien d'ordre, mais quand vous voyez, finalement, on se rend compte que
on amène que nos concitoyens, surtout les bérets, comment on l'appelle, les bérets bleus à l'abattoir. Vous savez combien de personnes, combien de soldats meurent sur le terrain. Bon, donc, dans la guerre a un coût, hein. Oui, la guerre, bien sûr, c'est tout à fait un coût. Mais ce que je peux dire par rapport à la MINUSMA, cette mission, sa mission de 1 an, ça n'a pas donné grand-chose au Mali. Et on n'a pas vu un résultat, il n'y a pas un bilan à défendre, si ce n'est que pour une présence seulement sur le terrain. C'est une présence seulement sur le terrain qui on ne sent pas ça, on ne sent pas les Nations Unies. On n'a pas, de toute leur histoire, on n'a pas senti les Nations Unies, si on leur donne une mission de répliquer, de riposter face à l'ennemi, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas cette mission-là. On ne leur a jamais donné. Généralement, les Nations Unies n'ont jamais été dans une mission de combat. C'est une mission d'interposition, de maintien. Une mission d'interposition. Et finalement, on voit que c'est comme si ils privilégient, ils donnent plus de la force, même souvent aux rebelles ou bien à ceux qui sont en face des armées régulières. Bon, donc, mais prolonger aujourd'hui, peut-être que on pourra dire, ils l'ont dit, qu'au moment où les Maliens demandent le départ de IBK, les Nations Unies plutôt estiment qu'il y a eu un rétablissement de la souveraineté. Alors que ça, c'est une vue d'ensemble, alors que les Maliens, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est les Maliens qui contestent aujourd'hui le fait que IBK est en train de brader la souveraineté du Mali. Bon, donc eux de loin, des Nations Unies, eux disent que non, il y a l'établissement de la situation, alors que ceux qui sont dedans se sentent menacés par les attaques terroristes. Donc les missions des Nations Unies, les fois où je me pose la question, Nations Unies, si on ne la réforme pas, si on ne réforme pas les Nations Unies en fond, pour que réellement on puisse tenir compte de certains éléments, je crois que les Nations Unies sont en perte de vitesse. La crédibilité, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. D'accord. Credo, en même temps, si on devait faire un petit sondage au niveau de l'opinion malienne, vous savez qu'à un moment donné, les Maliens étaient descendus dans la rue pour les manifestations contre que toutes ces troupes étrangères quittent le territoire. Oui. Alors, proroger la mission des Nations Unies depuis New York, c'est très bien, mais est-ce que ça répond aux aspirations des Maliens? Est-ce qu'ils sentent que cette mission leur est bénéfique? Non, si les Maliens sont arrivés à demander le départ de ce type de mission, c'est qu'à un certain moment, ils ont fait le constat que ce sont des missions de décor. Ce sont des missions de décor parce que rien de tangible n'est constaté sur le terrain. Donc c'est vrai, donc ils sont là et participent au décor, disons, tout ce qu'ils ont comme logistique. Donc ils sont déployés. Mais c'est vrai également que ça profite aux missionnaires des États membres de l'Afrique, donc qui constitue, donc c'est également une plus-value. Mais il faut dire que sur le plan sécuritaire du Mali, le rôle que devrait jouer la MINUSMA, le rôle n'a pas été tellement efficace. Donc c'est un rôle de tampon. Donc on ne demande pas à la MINUSMA de remplacer les forces armées maliennes sur le terrain. Donc on ne peut pas. Donc il n'est pas de leur mission, de leur prérogative. Mais il va falloir que la MINUSMA s'affirme beaucoup plus sur le terrain. Parce qu'ils savent les deux parties qui sont, disons, en conflit. Oui. Et ils savent également que d'une partie, il y a les terroristes, ceux qui veulent agir dans l'illégalité pour un but bien déterminé. Mais comment faire pour repousser, disons, ces terroristes? Donc ça devrait être également une préoccupation du Conseil de sécurité. Donc s'il s'agit seulement d'envoyer des missions juste pour aller faire dans la décoration, donc je crois qu'on peut faire économie de ces missions. En même temps, Credo a dit quelque chose d'intéressant, c'est que c'est vrai, si on prend en compte ce que disent les populations, ces départs de ces missions étrangères, mais si on doit faire un véritable bilan, qu'est-ce que le Mali, est-ce que ce ne serait pas pire au Mali s'il n'y avait pas eu ces missions? Ben, je ne saurais le dire, mais quand même, vous savez, avec presque 9000 hommes, après presque 9000 hommes, je crois que d'entrée, ça peut quand même constituer, ça constitue une force tampon, naturellement. Et donc, ça peut dissuader. Ça dissuade quand même les terroristes. Ça dissuade les terroristes parce que quand vous voyez leur armada, tout leur logistique, tout ce qu'ils ont,
quand les terroristes voient ça, je crois quand même qu'ils sont... Ils réfléchissent à deux fois. Ils réfléchissent 2 fois avant d'agir. Hein. Vous voyez même des fois que les contingents sont même attaqués. Sont même attaqués. Et quand les contingents sont attaqués, est-ce que ils ne peuvent pas répliquer? Est-ce que les forces des Nations Unies ne peuvent pas répliquer quand ils sont attaqués? Bon, s'ils sont attaqués de corps, ils peuvent répliquer, mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas engager un combat contre un combat. Eux, ils viennent en appui. Ils viennent en appui aux forces maliennes. Dans ce cas, quand même, ce qu'on aurait demandé, je me rappelle, un pays avait demandé une fois aux Nations Unies de réviser le mandat pour que ce soit des forces de combat sur le terrain. Oui, parce qu'on ne peut pas avoir 20 000 hommes sur le terrain et que les terroristes profitent, hein, malgré tout ça là, les terroristes continuent pas à faire de dégâts dans ce pays. Vous imaginez, je crois que c'est RD Congo. Oui. C'est RD Congo. Oui. Bon, donc c'est pourquoi moi aussi je suis d'avis quand même qu'on revoie le mandat des Nations Unies et qu'au lieu d'être force tampon, à certains moments, que les Nations Unies soient des forces de combat. De combat, parce que là, si on ne le fait pas, mais les terroristes, sachant bien que bon, c'est des forces tampons, donc ils ne font que dribbler les forces des Nations Unies et commettre tout ce qu'ils ont commis aux Nations Unies. Donc, renouveler aujourd'hui, prolonger leur mandat de 1 an au Mali, en contrepartie, ces forces des Nations Unies, qu'est-ce que le pays débourse en contrepartie? C'est ça. C'est-à-dire qui paye l'addition. Qui paye l'addition, c'est ça. C'est ça. Qui paye l'addition. Et que ça permet, vous savez, pour un soldat africain, ce qu'un soldat africain souhaite dans sa vie, c'est d'aller en mission. Oui. Et de revenir avec les dollars, hein, les dollars des Nations Unies, et faire quelque chose. Sinon, ce qu'on leur donne ici, apparemment, ce qu'on leur donne, ça ne sert absolument à rien. C'est bien, il a dit tout à l'heure, il y a une plus-value, mais ce n'est pas ça. On veut la paix au Mali. Ce n'est pas on veut l'argent dans la poche des soldats, mais on veut la paix au Mali, et c'est ce que nous souhaitons, la paix au Mali, la paix pour le Mali. En tout cas, s'il y a renouvellement du mandat, c'est que les autorités maliennes en sont demanderesses. Oui, il faut le dire, parce que avant qu'il n'y ait un déploiement d'une mission, donc il faut que la partie gouvernementale, l'autorité, puisse en faire la demande et puis surtout mais motiver. Mais en tout temps, RD Congo n'a pas demandé, mais ils ont forcé. Oui, et ça c'est pour la paix mondiale, pour la paix sécuritaire également. Donc il y a des résolutions, donc c'est dans ce sens qu'on invoque le vote des résolutions du Conseil de sécurité. Donc je crois que pour la RD Congo, ça c'est un autre cas, donc c'est tellement spécifique, donc je n'oserais pas pour dire mais pour le cas du Mali, ce que nous savons, c'est que l'aménagement a tenté de jouer un rôle, mais je ne vois pas aussi l'aménagement être une force de combat. Mais c'est beaucoup plus, l'objectif c'est d'être beaucoup plus, pas une force juste de décoration, de présence, mais doit évoluer pour devenir une force de dissuasion. Oui. Donc on doit beaucoup plus encourager les missions des nations, les missions sécuritaires des Nations Unies à dissuader, disons, l'adversaire, celui qui attaque l'État légalement constitué. Donc là, mais s'ils n'arrivent pas à jouer également ce rôle de dissuasion, donc c'est comme si leur présence, c'est juste pour honorer un certain engagement, une certaine résolution et pour profiter également financièrement. Parce que les missions des Nations Unies coûtent énormément cher. Celle-ci, elle va coûter 1,2 milliard de dollars. Regardez. Oui, donc si nous convertissons ça en francs CFA, donc c'est beaucoup. Donc on ne va même pas faire cet exercice. Non, mais c'est dire que c'est plus que 500 milliards. Oui, toute mission a un coût. Toute mission a un coût. Oui, c'est vrai que ça dépasse nos fameux 500 milliards de francs CFA. Donc je crois que l'échauffement a bien commencé. Donc nous allons revenir là-dessus. Mais ce qu'on va dire aussi, en résumé, c'est que les forces des Nations Unies ont leur utilité, mais il faut que ces forces soient mieux réorientées pour essayer de jouer, de répondre aux besoins du terrain. Le besoin du terrain. Parce que si on nous dit que
avec cette prorogation, il y a une résolution naturellement. Oui. Et la résolution a deux priorités que je venais de dire. Donc l'appui à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation, tout en considérant les parties maliennes et puis les acteurs du pays. Oui. Mais il a la seconde priorité qui est aussi très importante, c'est qu'on nous parle de la facilitation de la mise en œuvre. De la mise en œuvre par les acteurs maliens de la stratégie de stabilisation du centre du Mali de manière globale et pour qu'on puisse arriver, disons, à cette paix qu'on veut du côté du Mali. Le centre du Mali, c'est le centre même névralgique. Oui. Donc il va falloir pacifier cela, mais il faudrait que l'aménagement joue ce rôle, non seulement de tampon, mais empêche également la progression des forces terroristes. Ouais. C'est là où, surtout, l'armée malienne a besoin de l'aménagement, surtout sur le renseignement. Oui, d'accord. Oui, nous voulons bien cela. Parce que, vous savez, le Mali, l'armée malienne n'a pas tellement de matériaux de renseignement. Et ça, l'aménagement en a. Et jusque-là, pourquoi l'aménagement n'arrive pas à mieux renseigner les armées maliennes pour que on puisse arrêter la progression des forces terroristes. Vous savez, les forces terroristes viennent jusqu'à frapper au cœur de Bamako. Au cœur de Bamako et un peu partout dans le pays. Donc, il y a une certaine facilité. C'est comme si il n'y a pas une force antagoniste. On ne voit pas une force antagoniste. Ils sont tellement libres, ils se faufilent sur le territoire malien et ils vont commettre des attaques et puis se replient. Sans inquiétude. Sans être inquiété. Sans être inquiété. Sans contrainte. Donc, il faut... Voilà un peu ce qui... Les Maliens sont en droit de demander même le départ de ces forces-là parce qu'apparemment, elles ne servent pas à grand chose. Donc, c'est diplomatie. C'est juste... C'est une forme diplomatique seulement. Et ça, là, vous savez que les terroristes n'entendent jamais le langage diplomatique. Les terroristes, oui, pour eux, c'est les armes. D'accord. On va partir pour la pause rapidement et on revient. Non, je voudrais juste nuancer. Donc, on va aller à la pause et on va revenir continuer.